Je crois que le simple fait de renvoyer le MRC auprès des tribunaux relève déjà d'un aveu de malice, un aveu de duplicité, un aveu de contorsion. Je vous le dis. Parce que le Conseil constitutionnel fait comme si l'application, autant pour moi, de cet article relevait de la haute sorcellerie. Comme si c'était très compliqué. La Cour d'appel du centre fait également comme si rendre public une liste nationale relevait aussi de la sorcellerie, au point où tout le monde a peur. Mais ce que moi j'aimerais noter, ces jalons autour, c'est que on peut en vouloir aux personnalités qui sont à la tête de ces institutions, mais il faut reconnaître que, d'une manière ou d'une autre, sans les dédouaner, elles sont sous le coup d'une terrible pression. De sorte que chacun veut faire du ponce-pilatisme. Le Conseil constitutionnel, ce qui le gère aujourd'hui, maîtrise bien les circuits empruntés pour arriver à ce niveau et quels sont des engagements, des compromissions engagés pour rester à la tête de ces institutions. Même chose au niveau de la Cour d'appel du centre. Il maîtrise bien ce qui est la vérité. Seulement, chacun joue la carte de la protection de ses privilèges et ne veut pas être celui-là qui a mis en difficulté un système qui est bien construit, qui bénéficie d'une certaine ingénierie intellectuelle pour pouvoir embrigader tout ce qui est option d'alternance dans notre pays. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, notamment, que l'opposition, je préfère globaliser, est prise en tenaille par et des décisions qui viennent de la justice et les actes posés par le MINAT à quelques mois de la présidentielle, élection majeure de 2025? Je vais utiliser une étiquette un peu plus extensive en parlant plutôt des forces du changement, parce que quand on parle de l'opposition, c'est beaucoup plus ceux qui sont encastrés dans les organisations partisanes. Oui. Mais on oublie également qu'il y a une société civile qui devrait être forte, et plus forte d'ailleurs que certains partis de l'opposition. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une navigation à vue, c'est une réalité. Et ça date de longtemps. Je crois que c'est un héritage colonial, ou si vous voulez néocolonial. C'est-à-dire cette tendance à utiliser les instruments, les appareils de l'État comme des instruments d'un parti politique ou de l'ordre dominant. On est dans une situation de privatisation de l'État à partir de ces différents segments ou ces différents éléments qui interviennent dans son action. On a l'impression qu'il y a même une certaine personnalisation des instruments de l'État qui devraient rester assez objectifs. Et parmi ces instruments, nous avons l'administration territoriale et la justice. Au Cameroun, déjà il faut le préciser, c'est Jalin, en lieu et place de l'administration territoriale, on a plutôt le commandement territorial. Il y a une différence entre l'administration et le commandement. L'administration est plus passive, elle est moins autoritaire, elle est intégrative et elle répond à certains moments à une certaine horizontalité, même si dans le fond, elle demeure verticale, c'est-à-dire du haut vers le bas. Et le commandement, c'est du militarisme pur et simple. Ça veut dire tout simplement que les différents acteurs aux commandes des unités administratives, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, on les attend beaucoup plus dans le commandement que dans l'administration, suivant la logique de l'héritage néocolonial de la gestion de l'État au Cameroun. Même chose avec la justice. La justice, lorsqu'elle flirte avec le fait politique, elle devient politicienne, elle devient un acteur, un instrument
du politicien central, qu'est l'ogre dominant, et c'est lui qui le représente, qui l'incarne, à savoir le président de la République, par ailleurs président national du parti au pouvoir. Alors, si on va suivant le paradigme de la privatisation ou de la personnalisation des instruments de l'État, un paradigme qui découle d'un autre grand paradigme qui est en fait la néopatrimonialisation. Bon, je ne vais pas parler de néopatrimonialisation. J'ai mon ami docteur Steve qui m'avait fait savoir qu'on n'est pas encore passé du stade du patrimonialisme à celui du néopatrimonialisme. On est au stade de la patrimonialisation, stade brut de la privatisation à des fins de prédation. On a donc privatisé les instruments qui peuvent aider l'ordre dominant à s'éterniser à la tête de l'État. Il y a des instruments idéologiques qui ont été privatisés, par exemple les médias gouvernementaux et également les écoles et parfois même les organisations religieuses qui sont sous le contrôle strict de celui qui veut s'éterniser au pouvoir ou du groupe qui veut s'éterniser au pouvoir. À côté de l'appareil idéologique, nous avons l'appareil répressif de l'État. C'est lui-là qui agit dans le maintien de l'ordre ou qui agit dans la défense. Et vous verrez que la politique de gestion du personnel qui aux commandes de l'appareil répressif, cette gestion-là répond beaucoup plus à un idéal de conservation du pouvoir. Ça veut dire la sécurité au Cameroun, c'est beaucoup plus pour protéger l'ordre dominant. On a maintenant cet appareil-là qui a pour ambition principale de pouvoir contrôler le jeu d'alternance à la tête de l'État. Et l'objectif, c'est de bloquer toute alternance. Alors, dans ces appareils, vous avez ceux qui sont directement impliqués dans le jeu électoral, vous avez ceux qui sont indirectement impliqués dans le jeu électoral. Ceux qui sont impliqués directement, vous avez le Conseil constitutionnel et vous avez Elections Cameroun, ELECAM. Et ceux qui sont impliqués indirectement, vous avez la justice camerounaise, l'administration territoriale et ceux qui ont la charge du maintien de l'ordre. Et parfois, on fait recours aux forces de défense lorsqu'on se rend compte que le jeu le face-à-face dans la rue commence à être au-delà des capacités de domestication de l'ordre dominant. Alors, pour revenir au cas précis qui nous interpelle ce soir, c'est-à-dire, d'un côté, vous avez l'administration territoriale qui bloque le déploiement, ou si vous voulez, fait obstruction à toute expression libre des partis d'opposition, et vous avez la justice qui décide de se rendre incompétente sur des questions qui, ma foi, lui reviennent, les questions dont elle a la pleine compétence. Le Conseil constitutionnel qui renvoie le MRC devant la Cour d'appel du centre. C'est le Conseil constitutionnel, ça veut dire que c'est l'organe qui est en charge de statuer en dernier ressort sur la constitutionnalité. Et la Constitution, c'est la norma normarum, la mère des normes. Après la Constitution, il n'y a plus rien au-dessus, en dehors peut-être des critères internationaux, mais sur le plan national, c'est la mère des normes, la norma normarum. Alors, l'organe qui est en charge de la bonne application, de la sécurisation, de la bonne interprétation de la mère des normes, vous dit que c'est la Cour d'appel. Arrivé à la Cour d'appel vous dit que non, c'est plutôt le tribunal administratif. Ça veut dire tout simplement que l'organe en charge d'interpréter, d'assurer la bonne interprétation de la Constitution, s'était trompé, forcément. Et là, ça devient inquiétant. Parce qu'en indiquant au MRC la voie de la Cour d'appel, c'est qu'on supposait que le Conseil constitutionnel était bien placé
et qu'il avait plus d'outils pour apprécier la voie à suivre ou la chambre à saisir. Mais arrivé à la cour d'appel, on fait savoir au MRC que le Conseil constitutionnel s'était trompé parce qu'il n'y a pas d'abonnés qui répondent à ce numéro. Ça devient donc inquiétant. Docteur, et rapidement sur le cas PCRN, maintenant, ce qui s'est passé dans le département du terrain avec le gouverneur. De l'autre côté, vous avez des décisions totalement rognées. On dirait que nous avons affaire à plusieurs États. Ça veut dire que Cabral Libby, un membre du Parlement. Cabral Libby peut organiser des cérémonies de dédicaces dans la région du centre, dans la région du littoral, mais dans la région de la Tamawa, ça devient inquiétant pour l'autorité administrative. Qu'est-ce qui ferait la spécificité ou l'exclusivité de cette région en termes d'analyse des éléments conflictogènes ou insécuritaires que porterait la dédicace de Cabral Libby? Ça pose problème. À un moment donné, on se demande si les autres gouverneurs ou les autres autorités, ou les autorités administratives des autres régions n'ont pas les mêmes capacités d'analyse des situations conflictogènes ou sécuritaires qu'auraient aujourd'hui les autorités administratives de la Damawa. Et ça pose un énorme souci au niveau de la cohérence. De la cohérence ou alors de la coordination même, de l'interprétation des textes ou de l'agir de ceux-là qui sont à la tête de l'État. Voilà, Charles Dikam, vous également, quel est le regard que vous portez sur ces deux-là, l'administration territoriale et la justice en cette période, avant préélectorale, on va dire, on est presque rentré dans l'élection, ça bouge. Je vais au-delà de l'aspect typiquement juridique, je vais plutôt me dire, pour les dédouaner, entre guillemets, qu'il leur faut le temps de nettoyer ce que nous ne devons pas voir. Donc ils gagnent du temps. Mais à terme, ils seront contraints de respecter cet article 80. Ils ont été surpris par la pugnacité, comment dirais-je, la tétutesse, pour rester basique. De ce débat-là, on dit que pourquoi c'est seulement le MRC qui insiste là-dessus. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? Je leur réponds que nous avons toujours suivi le droit, la Constitution, et rien que, et que pour cela, nous n'avons pas forcément besoin d'être accompagnés. Si d'autres pensent que nous menons bien ce combat, et que nous le menons bien pour tout le monde, bah, tant mieux. Vous pourriez me poser la question de savoir, l'honorable Cabral Libby, même si je n'aime pas commenter certains faits, aujourd'hui, à la suite d'une dédicace, est renvoyé persona non grata. Ça ne vous rappelle rien? Ça me mais pas loin d'ici, à quelques centaines de mètres. Bon, je pense que je vais leur renvoyer la politesse aux gens du PCRN qui, bien que nous, à chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose, nous avons été les premiers à voler à leur secours et à dénoncer la forfaiture. Je dirais simplement que ce qui arrive à Poulet arrive à Pintade. Il faut peut-être qu'à un moment donné... je suis simplement en train de dire qu'il faudra qu'à un moment donné, tous les Camerounais comprennent que le combat que nous menons n'est pas un combat pour nous, mais pour nous tous. Et dénoncer avec la dernière énergie chaque fois que la loi sera violée. Il faudra bien que tous nos compatriotes, je dis bien tous nos compatriotes, le comprennent. Il y a... même le parti au pouvoir, du bout des lèvres, semble soutenir le fait que l'article 80 doit être respecté. Donc maintenant, ils entrent dans du juridisme en disant que c'est pas par là qu'il fallait passer, c'est de l'autre côté. J'ai suivi le plateau d'hier soir. Enfin bref, c'est avant-hier, essayer de déterminer le sexe des anges. Enfin, nous sommes d'accord au moins sur une chose tous, c'est que l'article 80 doit être respecté. Maintenant, il faudra peut-être que le prochain législateur... Non, monsieur est sous camerounais. Je n'ose pas penser qu'il a une deuxième nationalité. Si vous continuez... Non, ce n'est pas lui le problème à ce niveau. Non. Il faut l'amener à le Conseil constitutionnel. Non, lui nous a dit qu'ils avaient des problèmes techniques, non? Oui. Bon, lui, il ne s'est pas exprimé. Tous ces gens-là, c'est la même chose. Le Conseil électoral nous a parlé de soucis techniques. Bon, ces soucis techniques ne peuvent pas durer ad vitam aeternam. Je me dis que les soucis techniques, Ils peuvent être résolus après la présidentielle. Hein? je répète, ils peuvent être résolus après la présidentielle. Mais pour l'instant, ils sont
la présidentielle aura lieu si ce problème n'est pas résolu, vous êtes sûr? Parce que si la loi n'est pas respectée, pourquoi on en respecterait une partie et pas l'autre? Non, ça commence par là, le respect strict du code électoral. Il faut que le code électoral soit respecté. Tant qu'à ne pas le changer, tant qu'à ne pas le changer. Sur la base de quoi est-ce que, puisque en plus, à un moment donné, ce sera encore les seuls documents de l'ECAM qui feront foi. J'entends certains qui disent, mais vous n'avez qu'à compiler. Mais quand nous aurons compilé, ils nous diront, comme ce ne sont pas eux qui ont compilé, nos résultats à nous ne sont pas fiables. On demande quelque chose qui n'est pas sorcier, que même un enfant de première année d'informatique saurait faire. Ils vont le faire. Ils gagnent du temps, je dis et je répète, ils sont surpris. Ils ont cru que c'était une petite jérémia de plus ou de trop, mais ils se rendent compte que nous sommes arrimés là-dessus et que nous n'en bougerons pas d'un iota. Ils feront paraître cette liste électorale nationale, de telle manière à ce que je sache que mon frère qui est en Europe, son nom ne figure pas à Garoua, que mon père et ma mère qui sont décédés, leur nom ne figure pas à Yagua. C'est de ça qu'il est question. Et que mon propre nom à moi-même ne figure pas à 3 ou 4 endroits. Parce que je n'ose pas croire qu'ils vont nous demander de faire le tour du Cameroun. Déjà, se déplacer à l'intérieur de Douala est suffisamment pénible. Donc, ils nous permettront, nous autres qui savons aujourd'hui, très nombreux, utiliser l'outil informatique, de pouvoir faire ces vérifications-là. Et je sais que c'est le nœud du problème. Le nœud du problème. C'est là où le voleur est agrippé. Et c'est donc pour ça que je reste convaincu que, au fur et à mesure que le temps passe, les uns et les autres allons arriver au moins à certains points de convergence, à savoir, parce qu'une fois que tout le monde a été touché, on finit par connaître le mal, on va converger tous vers le même sens, à savoir que, mais à défaut de satisfaire à la doléance, tout au moins aux propositions de la plateforme qui demandait que nous modifions ce code, mais au moins que celui qui est en place soit appliqué et strictement appliqué du point de vue de la loi. Donc, ces deux aspects, la justice qui ne semble pas, vous avez vu, le MRC, ces derniers temps, qui mène un combat pour le respect de l'article 80, toujours pas de satisfaction, pas seulement pour le MRC, pour l'ensemble des partis politiques et organisations de la société civile. Cet article, jusque-là, n'est pas respecté. Il y a de l'autre côté le MINANT qui nous ramène un peu ce qu'on a vu en 2018, des formations politiques, on va dire ce bicéphalisme-là, à la tête des formations politiques, avant l'élection d'octobre. Oui, c'est un jeu malsain auquel l'ordre gouvernement s'est toujours livré depuis le retour du multipartisme dans notre pays en 90. C'est toujours comporté la sorte et plus fort encore ces derniers jours. Vous voyez ce qui se passe là, la non-application de l'article 80 depuis que l'ECAM a été créé. Cette disposition de la loi portant code électoral n'a jamais été appliquée par elle. Pourquoi il trouve que c'est de l'agitation quand le MRC demande que ce soit appliqué en 2025? Oui, justement, et d'ailleurs, la porte-parole de l'ECAM ici, parce que l'ECAM, il faut bien préciser, l'ECAM, c'est l'ECAM RDPC. Depuis quand? C'est comme ça, c'est l'ECAM RDPC, puis c'est le comité central bis du RDPC, l'ECAM qui fait constituer le conseil électoral. Monsieur Ruffo qui est ici, il ne peut pas me le démentir, il sait que c'est la vérité. Donc, l'ECAM a toujours agi comme une partie qui a intérêt dans l'opposition électorale contre les autres qui ne sont pas du RDPC. Et d'ailleurs, cela démontre totalement la défaillance, la non-application de l'article 80 du Code électoral par l'ECAM. C'est une défaillance telle que prévue dans le Code électoral, dans son article 44. Et là, ça interpelle le président de la République personnellement. De pouvoir agir et constater cette défaillance et de pouvoir démettre tout le conseil électoral jusqu'au président et vice-président, y compris le directeur général, et nommer d'autres personnes. C'est ce que la loi prévoit. Et c'est en vertu des articles 5 et 8 de la Constitution de la République du Cameroun, dont l'article 5 parle du chef d'État doit veiller sur le bon fonctionnement des institutions de la République. Et l'article 8, je crois 10, nomme dans les fonctions civiles et militaires et autres. Et le chef d'État, donc, comme il a refusé d'agir comme chef d'État, puisque ça a son avantage, la non-application de l'article 80, ça a son avantage, et agit donc comme président national du RDPC, il n'agit plus comme président de la République. Parce que c'est une défaillance très grave, parce que la liste électorale est l'élément national, est l'élément de base pour aller à toute une élection qui se veut sérieuse du choix du président de la République.
Pourquoi ça semble si compliqué Justement, c'est compliqué parce que ça renferme le véritable socle du faux électoral. L'UDPS n'a jamais gagné une élection. Jamais dans ce pays. Ils ont perdu l'élection présidentielle de 92. Le candidat de l'opposition du SDF à l'époque, le chairman John Fundi, avait battu le président de la République. Je me base sur le résultat. Non, attendez, je prends cet exemple. Et ça, je me tiens sur l'arrêt du président de la Cour suprême en qualité de juge électoral à l'époque. Qui a bien énuméré toutes les irrégularités. Et il a conclu que la loi ne l'autorise pas de sanctionner, mais plutôt de lire le rapport qu'on lui a apporté. Et le rapport on n'a même cru qu'à un moment donné, après avoir lu les irrégularités, il va dire que bon, vu ce qui précède, tout au moins que le scrutin est annulé. Lui, il a dit, dépendamment, il a encore envie, monsieur Rufoué. Si vous voulez aller, le rapport disait quoi? Monsieur, quand vous parlez là tout à l'heure, je vous écoutais. Vous n'avez pas interrompu. Soyez un peu galant. Vous n'avez pas monté votre mauvais côté à vos étudiants qui vous suivent en ce moment. Soyez assez civilisés. Dites-nous ce que le rapport dit. Je parler d'un rapport. On veut savoir quel est le contenu du rapport. Monsieur Rufoué, vous n'êtes pas mon interview. Comment? Laissez-moi parler. Vous parlez là tout à l'heure, vous racontez les charabia là. Je ne sais pas de quoi vous disiez. Donc, je dis donc que, dépendamment, allez-y au greffe de la Cour suprême, demandez l'arrêt qui proclamait les donc vous l'avez jamais lu, puisqu'il est toujours au greffe. Vous l'avez? Monsieur le Fouet, vous ne l'avez pas. On respecte les Camerounais qui nous suivent. C'est un moment assez grave et sérieux pour notre République. Si vous êtes venu... vous parlez d'un élément dont vous n'avez pas connaissance. Je parle de ce que j'ai connaissance. Vous l'avez? Je vous dis arrêtez, monsieur, il faut arrêter ça. Je veux simplement savoir si vous avez dans ce plateau ingouvernable, personne ne va plus parler. Xavier, sauf à considérer que ce que M. Dipandamoué a lu ne correspondait pas au document, nous, je le comprends, en 92, il n'avait pas l'âge d'écouter la radio. Nous l'avons suivi en direct. Moi aussi, je l'ai suivi. Tu avais quel âge en 92? Il était à la maternelle. C'est pour ça que... Vas-y, continue. Donc, vous dites donc que le chef de l'État, selon la loi électorale, l'article 44 du Code électoral et les articles 5 et 8 dans les alinéas 6 et 10 de la Constitution de la République du Cameroun, lui permet de pouvoir mettre fin à cette défaillance grave. Et vous savez, dans le monde entier, les élections mal organisées, non qui ne respectent la sincérité ni la transparence, découlent des conflits très violents. Et nous ne voulons pas pour notre pays. Et les Camerounais dans quel contexte? Parce que l'opposition à l'époque contestait qu'on retire les élections entre les mains de la préfectorale, qu'on remette à un organe indépendant. C'est pour ça qu'on arrive à Elekam, après avoir passé par Onel 1 et 2, et puis Elekam. Et aujourd'hui, donc Elekam arrive, refuse d'appliquer la loi. Et le Conseil constitutionnel, qui est le juge électoral suprême, refuse de dire le droit. Et il faut préciser aux Camerounais que ce n'est pas qu'en année électorale qu'il est supposé appliquer cet article 80. C'est tous les ans. Donc ça veut dire que c'est une habitude qui est devenue une décision de leur part. Elekam est dans une défaillance très grave pour notre pays. En ce moment, pour la paix et la sécurité, l'harmonie de notre pays, Elekam doit être dissous. Parce qu'il refuse d'appliquer la loi. Ce n'est pas une question de droit ou d'interprétation de la loi. La loi est claire et simple. À la fin des inscriptions, au 30 décembre au plus tard, la Direction générale d'élection de Cameroun rend publique la liste nationale. Et ils ont peur de la rendre publique parce que on va se retrouver avec des noms qui vont ressortir 100 fois sur la liste. Justement, et c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai rapidement terminé c'est avec votre permission, que d'ailleurs, même les bureaux de vote, vous savez que quand on prend le nombre des inscrits en 2018, c'était 6 millions et poussière. Quand on divise par 500, par 5 millions de 500, ça donne environ 13 000 bureaux de vote. Mais nous étions à la dernière élection présidentielle à 25 000. Voilà, 25 000 bureaux de vote. Et souvent là-dedans, il y a des bureaux de vote fictifs. Ok. Docteur Mono, c'est une question un peu, il a dit, c'est en 2024 qu'on exige, on a l'impression que beaucoup se réveillent pour exiger ce point-là. Et de l'autre côté, il y a des gens qui trouvent que non, le MRC fait de l'agitation, le MRC demande l'application de la loi, article 80. Ce n'est pas parce que on n'a pas demandé avant qu'on ne devrait pas commencer à demander l'exigence.
Alors, pourquoi l'article 80 fait tant de bruit d'application? Le respect. Serge Alain, avant de répondre à votre question, j'aimerais, je ne sais pas si je vais parler de rétablir, mais de préciser quelque chose à l'endroit de Rifoué, qui a voulu stigmatiser les populations de Menganga sur le prétexte qu'elles seraient, je crois, moins outillées financièrement pour acheter le livre de Cabral Libby. Je crois que Rifoué et la dédicace ne se résume pas seulement à la vente d'un livre. C'est un moment d'échange, de rencontre entre l'auteur et le public. Et son public. Voilà. Ça veut dire tout simplement que Cabral Libby peut ne pas avoir de potentiel acheteur de son livre, mais avoir de potentiel acheteur du contenu de son livre. Mais Aristide, comment ils vont être des consommateurs du contenu sans avoir acheté le livre? Par exemple, ça se passe comment? Oui, je vais vous expliquer. Nous étions en terminale. Vous avez aussi fait la classe de terminale. Vous avez étudié un bon nombre d'auteurs. Avez-vous lu les livres de ces auteurs? Pas du tout. Il y avait des philosophes. Lesquels? Voilà, comme Schopenhauer. Est-ce que vous avez un titre de Schopenhauer? Non, pas. Mais on expliquait. Donc justement, vous faites savoir que le livre, avant d'être un élément physique, est d'abord un élément immatériel, un élément intellectuel. La situation je vous suggère, parce que quand on étudie les philosophes, c'est à partir de leurs textes qui sont contenus dans un manuel. Vous êtes enseignant d'université. Dites à vos étudiants que une cérémonie de dédicace ne se résume pas à la seule vente du livre. Voilà. C'est important. En règle générale, on a acheté le livre. Et on a acheté le livre avant. Non. Monsieur Rifoué, peut-être vous ne maîtrisez pas les rouages de la dédicace. Peut-être. Ah bon? Oui, peut-être. Ok. Oui, c'est quand même un peu curieux. Effectivement, c'est très curieux. Moi, j'aimerais voir une situation de dédicace dans laquelle des gens viennent à la dédicace sans le livre. Mais je crois que vos supérieurs de l'université de Douala vous suivent quand même, les aînés. Vous suivent et écoute ce que vous êtes en train de dire. C'est quand même bizarre qu'une cérémonie de dédicace se résume à la seule vente du livre. Mais articuler les moments d'une cérémonie de dédicace, on va voir s'il n'y a pas un moment pour ceux qui ont acheté le livre. On n'a pas dit ceci, mais le problème c'est que vous avez fait de cela le moment exclusif, le seul moment. Donc sans lequel il devrait avoir dédicace. Il peut juste avoir deux acheteurs, même zéro acheteur, mais ça aura permis à l'auteur de pouvoir expliquer, de pouvoir vendre également la pensée de son livre, la ligne directrice de son livre. Une cérémonie de dédicace, c'est un événementiel qui a un coût. Et ce coût-là doit être amorti. Et en règle générale, ce sont des investissements marketing. Pourquoi vous avez pitié ce sont des investissements marketing qui doivent être amortis par la vente du livre. Personne ne va organiser une cérémonie de dédicace s'il ne peut pas y avoir un million par mois. Rifoué. Je crois que vous n'avez pas plus pitié des poches de Cabral Libby que lui-même. Et ne croyez pas également que si vous êtes égoïste... Non, si vous êtes égoïste, c'est pas tout le monde qui est aussi égoïste. Ok. Moi j'ai été vacataire dans un lycée de Broussard avec 42 000 francs le mois, mais je parvenais quand même à supporter la scolarisation de certains élèves de ce lycée, sans avoir les 400 000. Donc, moi j'ai raisonné de manière purement économique. Mais pour revenir au débat, je crois qu'aujourd'hui, aller dans les tribunaux par rapport à l'application d'un article qui est aussi clair, qui ne demande pas des interprétations. L'article 80 dit la publication de la liste, au singulier, la liste. Alors, je ne sais pas quels sont des contours juridiques qu'il faut mobiliser, quelles sont des expertises en la matière qu'il faut mobiliser pour appliquer un article aussi simple. Je crois que le simple fait de renvoyer le MRC auprès des tribunaux relève déjà d'un aveu de malice, un aveu de duplicité,
un aveu de contorsion. Je vous le dis. Parce que le Conseil constitutionnel fait comme si l'application, autant pour moi, de cet article relevait de la haute sorcellerie. Comme si ce n'était très compliqué. La Cour d'appel du centre fait également comme si rendre public une liste nationale relevait aussi de la sorcellerie, au point où tout le monde a peur. Mais ce que moi j'aimerais noter, Serge Alain Auto, c'est que on peut en vouloir aux personnalités qui sont à la tête de ces institutions, mais il faut reconnaître que, d'une manière ou d'une autre, sans les dédouaner, elles sont sous le coup d'une terrible pression. De sorte que chacun veut faire du ponce pilatisme. Le Conseil constitutionnel, ce qui le gère aujourd'hui, maîtrise bien les circuits empruntés pour arriver à ce niveau et quels sont des engagements, des compromissions engagés pour rester à la tête de ces institutions. Même chose au niveau de la Cour d'appel du centre. Il maîtrise bien ce qui est la vérité. Seulement, chacun joue la carte de la protection de ses privilèges et ne veut pas être celui-là qui a mis en difficulté un système qui est bien construit, qui bénéficie d'une certaine ingénierie intellectuelle pour pouvoir embrigader tout ce qui est option d'alternance dans notre pays.